Alors, de nombreuses entreprises souhaitent mettre en place des projets de co-développement et d'innovation. Quelles sont les recommandations pour en gros garantir l'équité du partenariat pour ce type de projet? Emmanuel. Bonjour. Alors effectivement, la mise en place d'un partenariat innovant pour développer un nouveau projet entre plusieurs partenaires dépend évidemment déjà de la typologie des partenaires. Vous pouvez avoir des partenaires qui sont de culture et d'horizons très très différents, start-up et grands groupes. Donc le partenariat entre grands groupes et start-up ou le partenariat entre grands groupes, enfin entre deux corporates, peut ne pas avoir la même typologie, la même structure. Alors, il y a globalement deux grands types de structures, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais soit c'est un partenariat contractuel, assez souple, on développe ensemble, on va conduire ensemble un projet innovant. Soit on va développer une structure commune, donc on va mettre ensemble nos ressources pour développer une nouvelle entité, une joint venture, le terme consacré. Pour garantir l'équilibre entre les parties, il est essentiel de mettre en place, avant même de choisir la bonne structure, et c'est ce qui va guider le choix finalement d'une bonne structure, il est essentiel de mettre en place une bonne feuille de route. C'est quoi? C'est savoir exactement quel est l'objectif de partenariat. C'est déterminant de savoir ce que l'on veut construire au fil du temps et quels sont les milestones que l'on veut atteindre, et c'est ce qu'on va écrire dans le partenariat. Donc l'objectif, et quels sont les moyens qu'on va en mettre en place pour le développer. Quels vont être les apports de chacune des parties? Apports en assets, en propriété intellectuelle, en data, en vue de conduire cet objectif-là. Et évidemment, en financement. Est-ce que chaque partie va continuer à financer et à maintenir l'équilibre, par exemple, de 50-50 dans une joint venture? Ou est-ce qu'au contraire, on va faire rentrer un nouvel investisseur qui peut déséquilibrer? Et comment on va retrouver l'équilibre? Donc tout ça, on va l'écrire hein, juridiquement, c'est pas très compliqué, pour autant qu'on ait vraiment fixé la feuille de route. Savoir quelle est l'activité exacte du partenariat pour éviter que ce nouveau partenariat, cette nouvelle entreprise n'empiète sur l'activité de chacun des partenaires. Donc les clauses de non-concurrence, évidemment, et d'exclusivité sont déterminantes pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre les parties dans la conduite du projet, en plein milieu de sa conduite. Si vous créez une structure commune, définir évidemment, ça c'est le nœud du problème, la stabilité du capital. Va-t-on rester toujours sur une structure à 50-50 ou au contraire, va-t-on avoir un moment minoritaire en majoritaire? Et on va en parler après, ça va avoir une influence sur la gouvernance. Malheureusement, mais il faut le prévoir en amont, gérer les litiges, gérer la dérive projet, et tout ça, ça s'anticipe et on peut tout à fait redresser un projet dès lors qu'on a une manière de conduire la gestion de la dérive et la gestion des situations de blocage pour éviter que le partenariat n'explose en plein vol. Si le partenariat doit exploser, on a aussi les moyens juridiques, évidemment, de savoir comment les parties vont reprendre leurs actifs, leurs billes, et comment on peut liquider le projet. Mais liquider, c'est aussi savoir si ce projet va être racheté par un corporate, par une industrie. Et évidemment, le rachat peut être une sortie par le haut, une sortie anticipée. Je vais faire un focus sur la gouvernance, parce que ça, c'est le point, je pense, essentiel pour une bonne conduite de projet et pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre les parties. La gouvernance, c'est un mot, là aussi, un peu consacré juridiquement. C'est l'équilibre et la manière de fonctionner et de piloter un projet. La gouvernance entre les actionnaires, si vous avez une structure commune, mais si vous avez un partenariat plus souple, contractuel, c'est tout simplement la manière dont les parties vont interagir pour conduire ce projet. Alors derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mise en place de comités, savoir au cas par cas, et c'est vraiment au cas par cas, quel type de comité il faut mettre en place pour prendre les décisions. Au-delà du management pur et dur, au-delà de la direction, vous allez avoir des comités très pratiques, comités techniques, comités de suivi, comités de pilotage, comités de surveillance, mais aussi comités opérationnels. Le choix des personnes, évidemment, dans ces comités et l'équilibre, là aussi, des partenaires dans ces comités, choisir les bonnes personnes, les nommer au bon moment et surtout éviter le vide managérial pour éviter l'absence de décision. Quels sont les rôles de chacun des comités? Tout ça, ça s'écrit.
et pour éviter justement qu'il y ait des empiètements de prise de décision les uns sur les autres. La bonne gouvernance, c'est la bonne information des partenaires aussi. Écrire et savoir à quel moment vous devez donner une information, quelle est la qualité de l'information, quel est le contenu de l'information, et à quel moment vous devez alerter sur une dérive projet. Ça aussi, c'est de la bonne gouvernance pour que les parties n'apprennent pas, pour qu'il n'y ait pas une sorte de désintéressement des parties dès lors que le projet dérape. Voilà, ça, je pense que c'est les grandes recommandations pour maintenir l'équilibre et garder l'agilité entre deux structures, entre deux partenaires qui peuvent être une grosse structure corporate et une start-up qui a l'habitude de prendre des décisions rapides, garder l'agilité à travers une bonne gouvernance. Merci beaucoup Emmanuel. Alors Marc, on vient d'échanger effectivement sur quel pilotage. Alors quel enjeu justement maintenant, quelles précautions à prendre en termes de protection de la donnée ? Oui, bonjour. En fait, ce qui est assez marquant en droit français, c'est qu'on n'a pas de définition unique de la donnée ou de la data. On est dans une situation où on a envisagé la définition de la donnée, une définition juridique, en regard des contraintes qui pèsent sur celui qui la collecte ou qui la traite. C'est vrai pour la réglementation en matière de données personnelles, donc dès qu'on collecte une donnée qui concerne des individus, ou des données sectorielles en matière bancaire, en matière médicale. En revanche, on n'a jamais posé de définition qui permettrait de donner à la donnée prise de manière isolée une protection juridique en tant que telle. En revanche, envisagée dans un ensemble, sous l'angle d'une base de données, là, la protection est possible. Pour ce qui concerne justement les bases de données, deux types de protection. Une protection sur l'architecture en tant que telle de la base de données, la manière dont elle est construite. Et de ce point de vue-là, on peut jouir d'une protection sur le droit d'auteur. Et puis, on a un droit autonome qui a été créé pour protéger les producteurs de bases de données, c'est-à-dire celui qui prend l'initiative et le risque de l'alimentation de la base avec des données qu'il a lui-même collectées. Et ça donne à ce producteur un droit assez important dans la mesure où il va pouvoir s'opposer à toute extraction, à toute réutilisation de la donnée, que ce soit une aspiration complète de la donnée, mais aussi des usages répétés systématiques de toute ou partie de la base. En revanche, ce dont il faut se souvenir, c'est que la protection par ce régime des bases de données n'est pas ouverte à n'importe quelle base de données. Il est important de démontrer les investissements substantiels, financiers, matériels, humains qu'on a réalisés pour construire cette base. De ce point de vue-là, un point important à conserver à l'esprit, c'est que les coûts qui ont été générés pour la création de la donnée elle-même, par exemple si on fait une campagne d'emailing, les coûts liés à cette campagne ne sont pas pris en compte pour définir les investissements substantiels qui vont permettre de rendre éligible la base de données à la protection. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est exclusivement l'ensemble des moyens humains, matériels liés à la constitution en tant que telle, l'enrichissement de la base, la vérification, la présentation de la base. Ce qui, de ce point de vue-là, évidemment, est un vrai sujet pour les producteurs, dans la mesure où on n'a pas nécessairement conservé dans le temps les investissements qu'on a réalisés, d'où la nécessité de documenter les investissements dans la durée. Pour bien défendre sa base de données, un point important, c'est limiter les accès. Et ne pas laisser la base en exportation libre et bien encadrer contractuellement les droits qu'on va donner aux tiers et aux utilisateurs de sa base, en sachant que encadrer contractuellement présente un véritable intérêt, c'est que ça permettra d'établir que l'utilisateur est allé au-delà des droits qu'on lui a donnés, et de surcroît, et quand bien même la base n'est pas éligible à la protection par le biais des bases de données, on pourra toujours lui opposer le non-respect du contrat qu'on a passé avec lui. Alors c'est vrai que ce matin, on s'est concentré sur la protection juridique de la base, mais évidemment, on aurait pu largement discuter de la protection technique, et notamment, c'est vrai que quand on a de plus en plus recours au cloud, on a un vrai sujet de protection technique. Je serais enchanté de répondre à toutes vos questions pendant la pause, en sachant que, évidemment, dès lors qu'on recourt au cloud, la problématique de la protection de la donnée personnelle pose un vrai sujet. Merci beaucoup, Marc. Merav, en quoi la réglementation sur la protection des données personnelles évolue et à qui incombe cette nouvelle responsabilité quelque part en interne ? Effectivement, je pense que tout le monde a entendu parler du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles, celui qu'on appelle le GDPR ou RGPD. Alors, la principale évolution qui aura lieu, on va même parler de révolution, qui aura lieu en mai 2018, donc on n'a plus que 13 mois pour se mettre en conformité. On peut retenir pour l'essentiel, et c'est ce que retiennent aujourd'hui tout le monde, et c'est ce qui fait que ce sujet est en effervescence, ce sont les sanctions
qui deviennent exponentielles. Alors je le dis tout le temps en souriant, non, je ne sais pas pourquoi, alors que le ton Vas-y. devrait être grave, et j'ai beau m'entraîner devant le miroir pour un ton grave, le sourire me vient. Vas-y, Mais souris ce n'est et pas annonce narquois. l'addition. Voilà, donc 20 millions d'euros d'amende, et jusqu'à 1, bien entendu, Ouais. ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, et là j'ai pris un ton légèrement plus grave, parce que ça fait effectivement beaucoup plus mal pour certains. Cette réglementation s'applique à tous, organismes publics, comme toutes les entreprises privées, qu'elles soient des grosses entreprises, entreprises du CAC 40, ou des petites entreprises, et les startups sont les premières à utiliser des données à caractère personnel. Je précise que les données à caractère personnel s'entendent de manière large, cette nouvelle réglementation européenne entérine cette notion large, donc peut-être qu'on peut parler de 90% de la data qui est concernée par cette réglementation. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Peut-être un petit panorama vas-y. rapide. Les piliers de la nouvelle réglementation, c'est d'abord une base légale. Et cette base légale passe par l'opt-in, mais pas que. Tout le monde pense que l'opt-in est obligatoire tout le temps, ce fameux consentement. Dans certains cas, oui, mais dans d'autres, non. Et il est important de savoir si on doit se préoccuper de le recueillir ou pas. Parmi les autres bases légales de l'utilisation, de la collecte de ces données à caractère personnel, de leur enrichissement, c'est un contrat avec ses clients, avec ses users, avec ses utilisateurs, ou un intérêt légitime, encore faut-il pouvoir le justifier, mais on est là en tant qu'avocat conseil à vos côtés pour vérifier si vous pouvez vous en prévaloir. Il faut aussi intégrer les droits des personnes, de nouveaux droits sont prévus, vous avez déjà entendu parler du droit à l'oubli, le droit de se faire oublier, d'effacer ces données, mais aussi d'autres droits. Alors on parle beaucoup du GDPR, de ce règlement européen, mais dans l'intervalle, en France, on a quand même eu la loi pour une république numérique, qui elle aussi prévoit d'autres nouveaux droits, et elle est déjà applicable. Parmi ces droits, on peut citer le testament numérique. Oui, le droit de pouvoir émettre des directives sur le destin de ces données après sa mort. Donc marketingement, bon courage pour le formuler et le rendre attractif. La sécurité, c'est l'un des piliers. La seule chose que je voudrais préciser, c'est que c'est un élément important, essentiel, mais pas le seul. Donc bien souvent, on nous dit, moi je suis en conformité parce que alors c'est une muraille de Chine chez nous, infranchissable, c'est une forteresse technologique. Cher maître, nous n'avons pas besoin de vous. Voilà, vous voyez, c'en est un parmi d'autres, mais c'est très bien de l'avoir, mais ça ne suffit pas. Et puis d'autres notions nouvelles, notamment le privacy by design et by default, c'est-à-dire intégrer les notions, les concepts, la réglementation sur la protection des données à caractère personnel dès la conception, en amont, et même par défaut dans certains cas. Alors l'implication et tout particulièrement en termes de qualité de la data, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter l'aspect qualitatif de votre exploitation de data. En termes de management de la data, est-ce que je peux partager avec mes partenaires, pour faire référence au projet innovant dont traitait tout à l'heure Emmanuel Porte ? Mais aussi, puis-je transférer, puis-je utiliser le cloud, n'est-ce pas Marc ? Et également, puis-je faire du profilage ? La réponse est oui. Vous savez, profiler en vue de faire de l'analytique, du prédictif et puis de la publicité ciblée et même du scoring. C'est possible. L'une des questions que se posent beaucoup de Chief Data Officer et de Chief Digital Officer, c'est est-ce qu'en mai 2018, donc avec cette nouvelle réglementation, le Big Data est mort ? Non, il n'est pas mort, mais il faut le repenser. On le repense alors avec une notion que le Hub Institute utilise depuis bien longtemps. On parle de smart data. On va le rendre beaucoup plus qualitatif, mais aussi on parle d'éthique data. La data va devoir être éthique. C'est un peu la même révolution que la protection de l'environnement. Il va falloir l'intégrer. C'est une nouvelle culture de la data qu'il convient d'adopter au sein des entreprises. Et enfin, la gouvernance. Parce qu'une fois qu'on a mis en place toute cette réglementation avec ses piliers et avec ses différentes déclinaisons, qui sont autant d'obligations légales contraignantes et sanctionnées par les jolies sanctions que j'ai évoquées tout à l'heure, il faut pouvoir piloter, faire en sorte que tout ceci soit effectif et mettre en place une gouvernance avec aussi cette nouvelle notion de accountability, cette façon de s'engager en tant qu'entreprise et de développer ses propres outils qui vont permettre d'assurer cette protection. Du coup, il y a un peu un nouveau profil qui émerge dans l'entreprise. Tout à fait. Qui va devoir être en charge un peu de cette problématique. Et qui est obligatoire dans plus de la majorité des cas. Et là encore, on attaque 80% des entreprises qui sont concernées par l'obligation de désigner un Data Protection Officer.
ce rôle prépondérant. C'est le cœur de la stratégie de la data. Et peut-être pour en parler, la meilleure personne... Allez-y. Je la présente oui, ou vous la présentez? Vas-y. Non, vas-y. C'est Elisabeth Fréquin, qui est l'une des premières DPO, Data Protection Officer, et en France, tout à fait, et c'est le DPO de la JV, la Joint Venture Airbus Safran Launchers. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Donc comment avez-vous envisagé la mise en place de ce DPO et de cette gouvernance pour que celle-ci soit effective et permette de mettre en place toute la réglementation qu'on a survolée? Ok, donc dans ma JV, dans la JV dans laquelle j'appartiens, pardon, elle est donc depuis 2014. C'était quelque chose de totalement naturel parce que nos maisons mères avaient déjà une culture de protection des données personnelles. Le CIL, le correspondant informatique et liberté, existait déjà, donc tout naturellement, lorsque la JV s'est créée, un DPO devait être nommé. Le DPO est une personne qui doit être vraiment indépendante. C'est vraiment important de voir stratégiquement où on le place dans l'organisation. Le placer à la RH, c'est pas peut-être une bonne affaire. Le placer à l'IT, c'est pas peut-être une bonne affaire. Il doit être vraiment rattaché à la direction. Mais vous, en particulier, qui vous a recruté, Airbus ou Thales? Les deux. C'est pas Thales. Ou Safran. C'est pas Thales. Safran, pardon. Safran, désolé. Airbus, je viens d'Airbus. Les deux, je viens ils se sont mis d'accord pour que... Oui. Il y a eu un profil, j'ai postulé comme toute autre personne. Neutre. Alors, c'est là où Elisabeth Fréquin fait preuve de modestie, c'est que la réglementation impose des compétences d'experts. Donc déjà, il faut identifier la personne qui constitue et qui a les qualités nécessaires pour être cet expert. Oui, donc il faut avoir évidemment un background juridique, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut être juriste, il faut être très clair. Il faut aussi avoir un background dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est la sécurité informatique. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut être un officier de sécurité informatique. D'ailleurs, ça serait incompatible. Hein. On ne peut pas se auditer à soi-même. Il faut être ce qu'on appelle un mouton à 5 pattes. Voilà. Il faut vraiment, tout simplement, il faut essayer d'être curieux, il faut essayer de regarder... Alors les schizophrènes sont les bienvenus dans cette profession. Ouais. Mais du coup, comment vous benchmarkez un petit peu votre profession, les attentes, les enjeux, les bonnes pratiques, alors que c'est quelque chose qui est vraiment émergent donc, Si vous voulez, pour nous, ce n'est pas émergent, c'est quelque chose qu'on pratique déjà. Côté Airbus, j'ai fait déjà cette activité en tant que CIL, d'accord. Je viens de la propriété intellectuelle, donc la passation de propriété intellectuelle, travailler avec les projets vers la protection des données personnelles, c'était quelque chose qui était totalement naturel, de passer d'une data à protéger, donc un monopole, à passer à une data relative à un individu, la protection, il faut la faire. Donc ça s'est fait tout naturellement. L'histoire dans la gouvernance, c'est plutôt ailleurs qu'il faut l'avoir. C'est-à-dire que bon, on est lié à un DPO, c'est bien. On se rend compte qu'il doit avoir un degré d'indépendance. On regarde où on le met dans l'organisation, c'est bien. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Le DPO tout seul ne peut pas mettre en place une gouvernance dans une société de 11 000 ou plus personnes. Bien sûr. Il faut mettre en place un réseau. Mais là, par exemple, avec deux entreprises différentes, il n'y a pas forcément la même culture chez Safran ou chez Airbus. Donc, du coup, comment évangéliser aussi en interne ces enjeux ? Est-ce que ça fait partie de votre rôle aussi Totalement. De participer à cette évangélisation, à cette prise de conscience, quelque part, de Totalement. l'ensemble de l'entreprise ? Et quels sont éventuellement les leviers pour le faire ? Première chose, le réseau. On arrive, le réseau. On crée un réseau, des points de contact de partout dans l'organisation. Il n'y a pas que la RH, il n'y a pas que l'informatique, il n'y a pas que la sécurité. Vous êtes ici tous dans les nouvelles technologies. Ben, les nouvelles technologies, c'est le lendemain. Donc, on n'est pas là non plus pour contrer. Donc, il nous faut des gens à la R&D, à la RT, au marketing, aux sales, aux achats, à la qualité, vraiment de partout. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut former. Il faut vraiment former, parce que les gens, quand on parle de données personnelles, ils pensent que c'est le nom et le prénom et ça s'arrête là. Non, les données personnelles, c'est beaucoup plus de ça. Les données personnelles, c'est des adresses IP. Ça peut être toute donnée qui est anonymisée, mais on arrive à identifier un individu. Ça peut être une suite de logs. Ça peut être beaucoup de choses. Et quand on parle ensuite des objets connectés et on parle des données qui sont, entre guillemets, sensibles, puisqu'on traite quand même des données de santé ou autres, on a vu des trackings lorsqu'on rentre dans un centre commercial et on suit la géolocalisation, tout ça, ce sont des données personnelles. Donc l'idée, ce n'est pas dire stop, on ne fait pas. L'idée, c'est faisons, mais avec éthique. Faisons en respectant l'individu. Et là, on rentre dans le pilier donc, que Meirav avait expliqué sur le privacy by design. Le privacy by design, c'est quelque chose de fondamental dans le cadre des nouvelles technologies.
En France, il ne faut pas qu'on rate le coche. Je veux dire par rapport aux nouvelles technologies. Bien sûr. D'accord ? C'est important pour les petites entreprises que vous êtes, mais aussi pour les grandes, parce qu'il ne faut pas qu'on soit déconnecté de la réalité. D'accord ? Et d'un autre côté, nous, grandes technologies, une grande société, on travaille aussi avec des sous-traitants, on travaille avec du cloud. Qui va être le garant que le cloud est conforme ou non ? Ben, c'est nous. Bien sûr. Et en même temps, je préciserai, c'est vous en tant que fonction, mais le responsable, c'est l'entreprise. Pour revenir à votre question tout à l'heure, Vincent, c'est lui, c'est l'entreprise, c'est la personne morale qui écopera des sanctions. Pour que le DPO voit sa responsabilité engagée à titre personnel, il faudrait prouver qu'il a eu l'intention de commettre cette infraction, parce que oui, j'ai dit un gros mot, infraction, mais tout ceci est sanctionnable pénalement. La protection des données est sanctionnable pénalement. Et peut-être une petite précision sur la gouvernance. Au sein de notre cabinet Bird & Bird, on assiste les entreprises, petites et grandes, à mettre en place cette gouvernance. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas dupliquer une même gouvernance aux autres. Ouais. Chaque entreprise, comme vous le disiez tout à l'heure, a sa propre culture. C'est quoi les variables ? C'est l'équilibre relationnel entre les entreprises. On peut avoir un DPO qui a une double casquette, qui peut être aussi bien juriste que technicien, ingénieur ou responsable R&D ou responsable marketing et même responsable RH. On peut voir différentes configurations. Et puis on peut voir des... Alors je fais le grand écart. Hein, au sein des grands groupes, un DPO groupe et plusieurs autres DPO quand même, selon... alors, et puis d'autres critères sont à prendre en compte, c'est ce qui complexifie cette réglementation, mais selon la nature de la data, ses caractéristiques, puisque de la data marketing, c'est pas pareil que de la data RH, etc. Et comme disait tout à l'heure Elisabeth, des relais, un véritable réseau. Merci beaucoup pour ce point juridique. Vous le voyez, un enjeu extrêmement important. On parle beaucoup de data, mais à un moment, il faut aussi le rapprocher du droit. Et c'est vrai qu'avoir cette vision de design et de concevoir et d'accompagner tous ces enjeux pendant tout le cycle de la vie de la data, il faut vraiment le prendre en compte. Et c'est un enjeu important pour la France. Merci beaucoup de l'avoir soutenu et de l'avoir rappelé. Merci à vous. Merci.